Et Kinshasa a revendiqué l'attaque. Et c'est clair que c'est leur action. Ce sont des drones, ce sont des attaques aux drones qui sont partis de Kisangani et nous avons des preuves. Les enquêtes qui sont en cours se font non seulement par l'AFCM 23, mais nous avions été d'abord pour atteindre l'incendie avec la MONUSCO. Tous les éléments, les indices sont collectés ensemble. Mais au-delà même de la MONUSCO, il y a la présence de l'IGVM. En fait, l'IGVM, c'est le mécanisme de la CIRGL, de vérification et de surveillance de ces cercueils. Ils sont là. Qui se rebiffent maintenant pour dire que non, ce n'est pas, ils ne revendiquent plus. Nous savons ce que ça signifie. C'est lorsqu'ils ont compris qu'il y avait des conséquences graves. Surtout qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. L'objectif, c'était de cibler, c'était des attaques ciblées, en commençant par le leadership politique et militaire que vous voyez ici. N'ayant pas atteint leur objectif, il y a eu des dégâts collatéraux qui fait qu'ils sont allés attaquer plutôt, les bombes sont allées tomber, l'une dans la maison de M. Pascal, la résidence de M. Pascal, l'autre, heureusement, à quelques mètres de notre résidence, et on dit que ça visait la résidence, ma propre résidence et le gouvernorat. Mais c'est tombé dans les lacs. Voilà, là, ce sont là les faits, et c'est établi. Que ce soit une mise en scène, nous n'avons pas le temps de faire des mises en scène. On est aujourd'hui responsable de plus de 15 millions d'habitants. Plus de 60 000 km² sont contrôlés par l'AFCM 23. Avec ça, c'est une responsabilité. On ne fait pas de mise en scène avec sa population comme il est faut. Qu'est-ce que je peux dire à cette population? C'est de garder le calme et surtout s'assurer que là, nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre et les rassurer que nous ferons tout ce qui est nécessaire. Un, pour sa protection. Deux, pour la consolidation de la stabilité déjà acquise à Goma. Chers partenaires humanitaires nationaux et internationaux présents en territoire libéré, chers compatriotes et représentants des forces vives de la nation, distingués représentants des organisations et de défense des droits de l'homme, camarades hauts cadres et militaires AFCM 23, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes. C'est mercredi 11 mars 2026, dès l'aube, plus précisément à 4 heures du matin, des engins meurtriers du régime criminel de Kinshasa ont frappé des résidences civiles situées dans les quartiers Yimbi, dans la commune de Goma. Ce énième acte de grande cruauté terroriste a fort malheureusement fauché la vie de plusieurs personnes, parmi lesquelles des expatriés ayant choisi de travailler et de vivre dans notre pays. Le bilan provisoire de ces attentats a fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, il y a lieu de déplorer le décès de Mme Catherine Bouisset, haut fonctionnaire international du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF de nationalité française. Il importe également de préciser que l'un des projectiles des drones dirigés sur la ville de Goma par M. Tshisekedi a intentionnellement et objectivement ciblé une résidence privée appartenant à un sujet belge, en la personne de M. Pascal, responsable de la société Toyota Goma. Il est clair que le mobile des différentes attaques successives qui visent le territoire libéré n'a aucun rapport avec des objectifs militaires.
2. Une série de bombardements. Tenez, il y a exactement 4 jours, soit le samedi 7 mars 2026, la cité de Mouchaki, située en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, a subi le même type d'attaque au drone de la part du régime. Sur place, des bombardements criminels au moyen des drones des combats ont tué des populations innocentes au vu et au su de tous. Monsieur Tshisekedi tue. Il a tué. Nous rappelons ici que cette zone de Massissi avait déjà été pacifiée depuis plus d'une année par l'AFC M23, avant de subir injustement de nouvelles attaques terroristes, perturbant fondamentalement la stabilisation sécuritaire déjà retrouvée. Le 2 janvier 2026, d'autres frappes criminelles ont visé en pleine journée le marché central de Massissi Centre, des résidences des populations locales et des bureaux des organisations humanitaires. Le bilan de ces attaques fut lourd, une centaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans la nuit de lundi 23 au mardi 24 2026, février 2026, une série de bombardements aveugles s'est abattue sur la région de Rubaya, touchant plusieurs habitations des civils et causant la mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC M23. Paix à son âme. À cette avalanche d'attaques terroristes s'ajoutent plusieurs autres attaques indiscriminées des Congolais par le régime de M. Tshisekedi dans la province du Nord Kivu. Des frappes ont indistinctement visé des villageois de Lubero, Walikale, Rutshuru et Massissi. Dans la province du Sud Kivu, une autre avalanche de drones s'abat quasi quotidiennement sur les populations civiles des territoires de Fizi, plus précisément dans la commune rurale de Minembwe, au plateau, ciblant exactement les populations civiles Banyamulenge. Constat. Au regard de tous ces crimes, nous tenons à faire observer nos constatations ci-après. Depuis le dimanche 8 mars 2026, une forte campagne de déstabilisation sécuritaire a été mise en marche par le régime de Kinshasa dans l'objectif de s'aimer la psychose au sein de la population du territoire libéré en général et de la ville de Goma en particulier. Cette campagne annonçait l'imminence d'une attaque de la ville de Goma par la coalition gouvernementale, FRDC, FDLR, Wazalendo et l'armée burundaise. Des messages d'incitation des populations à quitter la ville affluent sur toutes les plateformes des réseaux sociaux proches du régime, donnant à l'opinion internationale l'impression selon laquelle la ville de Goma était en train de se vider de sa population. 2. Aux premières heures de la journée, tous les soutiens politiques du régime de Kinshasa, actifs sur les réseaux sociaux, ont revendiqué l'attaque de Goma avant d'échanger d'avis suite au caractère internationalement alarmant du bilan humain et matériel de la cible visée par les drones. Ils ont revendiqué, et des preuves sont là. Kinshasa a revendiqué avoir tapé en sortant même des mots qu'on ne peut pas comprendre. Quelque temps après, le régime a tenté en vain de noyer le poisson en mettant le feu sur les installations aéroportières de Mavivi, à Beni, pour laisser penser à une attaque de notre organisation. Toutes les frappes aériennes et terrestres dirigées par le régime de Tshisekedi ont principalement visé des cibles civiles, loin derrière les lignes de front. La plupart des victimes des dites attaques sont des populations civiles.
Ces attaques terroristes consacrent une violation systématique des différents accords de paix ainsi que le cessez-le-feu conclu entre le régime de Kinshasa et notre organisation AFC M23. Ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en République démocratique du Congo. 4. En fait, Kinshasa cible les membres du leadership de l'AFC M23 ainsi que ceux de l'opposition politique. Il est indéniable que la plupart des attaques successives perpétrées par le régime de Kinshasa ces derniers mois visent particulièrement les hautes personnalités politiques et militaires qui forment le leadership de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC M23, ainsi que toutes les autres personnalités politiques vivant en territoire libéré. En ce qui concerne les attaques de ce matin, elles ont délibérément visé, notamment, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa Yobelou, le coordonnateur militaire, Général Soutani Makenga, ainsi que les 2 coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois et Kaniki Freddy. L'objectif de Kinshasa est bien entendu de décapiter d'une part la révolution et d'autre part l'opposition politique au régime, d'affaiblir ses principaux piliers politiques et sécuritaires et de forcer l'intensification d'une guerre régionale généralisée. Face à ces agressions répétitives et orgueilleuses, l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC, assumera son devoir de protéger les populations civiles sous sa protection. Toute escalade qui en résulterait relèvera de la responsabilité exclusive du régime de M. Tshisekedi. Alors que les efforts de paix engagés dans les cadres de Doha et de Washington, avec l'implication du Qatar, des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine et de la médiation conduite par la présidence angolaise, appellent au respect de cessez-le-feu et à l'ouverture d'un dialogue exclusif entre Congolais. Le régime de M. Tshisekedi persiste dans le langage de la force et des violences. La tragédie de cette nuit, de ce matin, rappelle une vérité simple. Lorsqu'un pouvoir choisit de bombarder des quartiers résidentiels, la violence ne distingue ni nationalité ni statut. L'AFC M23 appelle le médiateur et la communauté internationale à tirer toutes les conséquences de cet acte grave. On ne peut pas parler de paix le jour et bombarder des civils la nuit. Je vous remercie. Je confirme ici que ce sont des attaques ciblées. Le colonel Willy Ngoma a été ciblé par les mêmes drones et ils l'ont atteint. Il n'est pas le premier. Il faut dire que depuis Rutshuru, le colonel Castro a été ciblé par les mêmes drones. L'actuel gouverneur, notre gouverneur du Nord Kivu, Bahati Erasto, était victime de cette même attaque. C'est comme mon adjoint vient de le dire, le mode opératoire, nous les connaissons. On ne peut pas nier cela. Et c'est le même opératoire qui désormais visait le leadership de l'AFC M23, en commençant par votre serviteur qui vous parle. De toute façon, pour le régime de Kinshasa, il n'y a pas de secret. Nous avons des amis là-bas, et même nous disent, et ils les revendiquent en disant que non, on vous a déjà ciblé, on se prépare, dans quelques jours on va vous attaquer. Et c'est arrivé. Donc, on veut décapiter la révolution de son leadership, mais aussi l'opposition politique. L'opposition politique est plurielle. Et il y a des opposants qui ont fait le choix de quitter l'exil et qui ont dit qu'ils vivent à Goma.
parmi lesquels l'ancien président de la République, président Joseph Kabila. Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit? Tout ce que nous savons, c'est que les attaques ont visé un quartier résidentiel. Et d'ailleurs, là où l'attaque a eu lieu, c'est à quelques mètres aussi, bien entendu, des lignes de résidence de son épouse, Maman Olive Lémé. Est-ce que lui était aussi attaqué? Mais nous savons, ceux qu'on a condamnés à mort, qu'est-ce qui reste? On n'attend plus que l'exécution. Les gens qui sont ici sont des condamnés à mort. Ce qui reste pour les régimes, c'est l'exécution. Bon, maintenant, quelle est la réponse que nous préparons? Évidemment, nous sommes ici, vous êtes là devant la coordination politique. Nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Mais la première réponse, c'est d'abord la protection des populations civiles. Deuxièmement, veiller à ce que la stabilisation que nous avons déjà acquise à Goma ou dans l'espace libéré soit consolidée. Troisièmement, veiller aussi à ce que ces genres d'actes ne viennent plus. De toute façon, nous connaissons la source. Nous savons d'où partent ces drones. Pour mieux, il n'y a pas mieux de protéger la population que de faire en sorte qu'on ne permette pas à M. Tshisekedi de tuer impunément les Congolais, alors qu'il prétend bien entendu défendre les Congolais. Il est censé le faire. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire sur ce point. Je voudrais vous dire que l'auteur de ces attaques d'aujourd'hui est connu. C'est M. Tshisekedi qui a ordonné qu'on nous attaque au drone, et c'est ce qui a été fait, comme ça a été le cas. Parce que nous allons attendre sur RFI, la FM23 soutenue par je ne sais pas moi quoi pour raconter tout à fait autre chose. Deux, je commencerai par la deuxième sous-question. Parler de mécanismes de vérification et de surveillance des cessez-le-feu. Ce mécanisme, dans le cadre de Doha, est donné et géré par l'IGVM. En fait, c'est un mécanisme étendu des pays membres de la CIRGN qui est censé, en fait, surveiller et vérifier les cessez-le-feu. Mais il faut dire que ce mécanisme reste encore théorique. Il est composé normalement des pays membres de la CIRGN et on dit qu'on l'appelle IJVM+, parce qu'en dehors de deux parties, le régime de Kinshasa et l'AFC-M23, il y a les pays membres de la CIRGN, mais aussi des observateurs qui se sont ajoutés. Ces observateurs sont notamment les États-Unis d'Amérique, la MONUSCO, mais aussi l'Union africaine à travers la médiation togolaise. Bon, ces mécanismes, nous avons à Doha, les gens qui, nos délégués, ont signé les termes de référence de ces mécanismes, mais il reste le mémorandum d'attente, les MOU, que Kinshasa a refusé de signer. Bien entendu. Mais que l'AFC-M23 a signé en bonne et due forme. Pourquoi a-t-elle refusé de signer? Parce qu'en réalité, sur demande de l'AFC-M23, dans les négociations dans le cadre de Doha, l'AFC-M23 avait fait une proposition en son temps pour dire que pour surveiller et vérifier les cessez-le-feu, il faut qu'on crée une zone tampon. La zone permettrait alors qu'il n'y ait pas les forces qui se mettent en face, parce que très souvent ça peut dégénérer. Une fois encore, Kinshasa a refusé. Pourquoi Kinshasa refuse? Il refuse parce que
Kinshasa est dans la logique belliciste ou de poursuivre la guerre. En fait, c'est une partie des mauvaises foi à Doha, et nous le savons. Kinshasa profite très souvent de quelques incidents qui arrivent pour montrer qu'il y a une diplomatie qui avance. Et dès qu'il croit avoir un avantage diplomatique, ça lui permet de gagner le temps et continuer à perpétrer les attaques. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, le mécanisme de surveillance, de vérification et de surveillance de ces cessez-le-feu est bel et bien là. Et pour aujourd'hui, nous vous disons que cette attaque qui a eu lieu à un quartier résidentiel de Goma à Imbi, les informations qui sont en train d'être collectées se font par sous l'autorité de l'AFC 23, mais il y a la MONUSCO qui fait partie des IJVM, de ces mécanismes, mais il y a aussi les représentants de la CIRGL qui participent à cette enquête. Est-ce que, jusqu'où ça va aller, nous espérons que ce mécanisme va être actif et il permettra de faire en sorte que nous arrivions en fait au cessez-le-feu. Ceci dit, que revient Doha, que devient Doha dans tout cela? Une fois encore, nous dénonçons la mauvaise foi du régime de Kinshasa. Ils sont à Doha non par volonté, ils sont par défaut. Pour la petite histoire, où est né Doha? Doha est né à la suite de la chute de Goma. Doha est né à la suite de la débâcle des FRDC et sa coalition dans le nord et sud Kivu. C'est à ce moment que M. Tshisekedi est allé s'agenouiller pour solliciter qu'on discute, alors qu'il disait qu'en aucun moment il ne discutera avec l'AFC 23. En allant à Doha, donc, ce n'était pas parce qu'il voulait aller, il voulait gagner le temps. Qu'à cela ne tienne, nous participons activement à Doha et l'AFC reste engagé à ce processus parce qu'elle continue à croire que la solution politique est la meilleure solution qui permettrait d'évaluer et de résoudre les causes profondes de la crise. À Doha, il y a eu des acquis, notamment plusieurs documents signés. Un, le communiqué conjoint en avril 2025. Deux, la déclaration des principes en juillet 2025. Trois, le mécanisme justement d'abord le mécanisme de cessez-le-feu. 4. Le mécanisme de vérification et de surveillance de ces cessez-le-feu. 5. Un accord cadre. Mais à cela, il faut ajouter bien sûr le terme de référence pour l'IJVM ainsi que les MOU que l'AFC a signé et que Kinshasa a refusé de signer jusque-là. Ce sont des acquis. De ces accords est sorti 8 protocoles qui devraient être examinés. 2 d'entre eux ont été examinés, notamment le mécanisme sur la libération des prisonniers, mais aussi le mécanisme de cessez-le-feu. Malheureusement, ces 2 protocoles, bien que signés, aucun prisonnier de l'AFC n'a jamais été libéré jusqu'à ce jour. Alors que nous avons libéré d'abord plus de 1500 FRDC arrêtés, mais dernièrement, nous venons encore de montrer cette bonne foi en libérant autour de 4000 et quelques, au plus de 5000 autres prisonniers congolais qui sont nos compatriotes, mais qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin de rester avec nous. Avec des enfants soldats et les femmes. Et ainsi que les enfants soldats et les femmes. Nous avons libéré, mais aucun prisonnier n'a jamais été libéré de notre côté. Bien plus, toujours dans le cadre des Doha, nous avons fait preuve de bonne foi en nous retirant volontairement de Walikale
parce que nous voulions donner la chance aux négociations. Nous nous sommes retirés aussi sur la pression américaine de Uvira. Et vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Donc, Doha, 8 protocoles sont assignés, 2 d'entre eux sont déjà signés, mais non exécutés par Kinshasa. Il nous reste donc 6 autres protocoles pour lesquels il va falloir qu'on commence les discussions. Mais on ne discute pas, mais on nous attaque. On ne discute pas, on nous tue. Pire, qu'on tue nos hommes en uniforme, ça c'est leur mission. Mais lorsqu'on tue la population civile, lorsqu'on cible des quartiers abritant, les quartiers résidentiels, abritant la population civile, ça devient des crimes de guerre. Et c'est ça, donc, je peux vous dire, en quelques mots, ce que je peux vous dire de Doha. Nous restons engagés à Doha, mais nous savons d'où vient la mauvaise foi. Mais permettez-moi de condamner un peu ici, ou de dénoncer plutôt l'attitude de la communauté internationale. À chaque fois qu'il y a un incident qui part de nous, c'est le monde entier qui s'élève. Retirez-vous de tel coin, faites ceci, faites cela, sortez tel communiqué. Mais lorsque Kinshasa bombarde les populations civiles, lorsque Kinshasa fait un blocus au moyen et au plateau, un blocus pour cibler une communauté spécifique, lorsque Kinshasa tue comme il a fait aujourd'hui, mais il n'y a pas de condamnation, c'est plutôt peut-être des lamentations. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale, en commençant par le président Macron, dont j'ai vu les tweets vides, en me disant, mais c'est un Français, une compatriote française qui est morte. On connaît qui a tué, qui l'a tué par les drones. Mais on ne condamne pas, mais on dit que ce sont les deux parties. Non, nous avons la bonne foi et nous allons poursuivre avec cette bonne foi. Nous ne sommes pas des bataguers, mais nous avons des raisons, avec des divergences profondes sur la façon dont le pays est dirigé, et nous n'allons pas l'accepter, même si ils peuvent avoir la force de nous tuer tous avec des bombes. Mais j'espère que non.